Bonjour et bienvenue dans Parole d'expert IT, présenté par la société Zenith RH. Je m'appelle Stevie. Là, en ce moment, on est dans un nouveau studio. Et puis, on fait ça en webcam à webcam. Et aujourd'hui, on est dans un studio. Ça me fait super plaisir. Aujourd'hui, je suis avec Marie-Sophie Zambo pour parler des biais, de l'IA. Et j'espère que c'est une émission qui va vous plaire et qui va vous intéresser et vous faire réfléchir sur tous les sujets qui sont liés au recrutement, aux consultants et au pont qu'il y a entre eux. Bonjour Marie. Bonjour Sylvie. J'aimerais que tu te présentes déjà pour que les gens puissent te connaître s'ils ne te connaissent pas déjà et que après je puisse justifier pourquoi j'ai voulu... Mais pourquoi donc Pourquoi donc j'ai invité, diable, diantre. Moi, c'est Marie-Sophie Zambo. Je me décris avant tout comme une passionnée en fait, du recrutement. Ça fait 20 ans que j'en fais. Toujours le fil conducteur, le fil rouge de mon parcours. Par moments, j'étais aussi ingénieur d'affaires où j'ai fait la marque employeur, mais j'ai toujours fait du recrutement. J'adore ça. Depuis 2 ans, j'ai créé mon cabinet de conseil en recrutement et marque employeur, Racing RH. Et j'ai travaillé dans des ESN. Dans les cabinets de conseil, c'est le secteur que je connais le mieux, ça tombe bien, pendant 15 ans. J'ai fait un détour par la fonction publique territoriale pendant 3 ans, alors diamétralement opposé, mais tout aussi intéressant, pour après effectivement me mettre à mon compte. Et j'aime toujours autant ce métier, je suis toujours en veille, j'interviens sur des audits, de la formation, et j'écris beaucoup, que ça soit sur LinkedIn ou maintenant des livres depuis cette année, puisque j'en ai sorti 2 cette année. Félicitations. Dont, 2 bébés, dont un sur les biais cognitif sorti au mois de février et puis un qui est encore tout petit et qui a 2 semaines et sur l'IA au service des RH, l'intelligence artificielle au service des RH. C'est super parce qu'en plus, l'épisode précédent, on a beaucoup parlé de l'IA et de la compréhension qu'on en avait avec un intervenant qui s'appelait Christian Vigne et qui était un ex de Google. Et ça a beaucoup passionné les gens parce qu'on s'est rendu compte que ça relevait beaucoup de l'imaginaire pour les gens. Beaucoup de gens se disaient « Ah ouais, mais je comprends pas comment ça fonctionne, mais je sens que je suis obligé d'y aller. » Et encore un côté magique. Ouais. Et en fait, on entend parler d'IA matin, midi et soir dans les médias et partout. Pour autant, le vrai niveau d'acculturation d'une personne lambda est encore assez bas. Donc, il y a encore beaucoup de choses à expliquer sur comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça veut dire le fameux GPT, c'est pas un moteur de recherche, que ça peut halluciner. Il y a encore tout un travail à faire, mais effectivement, il faut s'en saisir. Ouais, tout à fait. Je vais pas dire le contraire. On va en parler après. Alors, tout d'abord, j'aimerais parler de ton sujet phare, des biais. Et j'aimerais que tu m'expliques déjà ce que c'est les biais, pourquoi c'est quelque chose qui est intéressant et pourquoi ça te passionne autant. Alors, les biais. Un biais cognitif, c'est une distorsion que subit une information en entrant ou en sortant dans le système cognitif. Ouais, c'est dur. Donc, quand je dis ça c'est la vraie définition, tu vois, un peu sérieuse. Quand je dis ça, je perds mon public. Donc, retenez qu'un biais, c'est un raccourci de pensée ou un raccourci mental qui est spontané, qui est inconscient. Et si on en parle aujourd'hui ou si j'ai écrit un livre dessus, c'est parce que ça peut nous induire en erreur sur des décisions stratégiques. Et pourquoi je me suis intéressée à ce sujet ? Alors, au début, je me suis intéressée de manière personnelle, à titre personnel, parce que je pense que tout le monde va éventuellement s'y retrouver. Comprendre comment fonctionne notre cerveau, c'est quand même sympa, c'est quand même passionnant de se dire, tiens, là, je me suis fait avoir, là, j'ai fait tel raccourci, etc. Donc, comprendre comment fonctionne notre cerveau de manière générale. Et après, appliqué à mon métier, je me suis rendu compte que souvent, j'ai pas le feed, je le sens pas, il n'y a pas le feeling, non, et des réponses assez courtes mais très négatives de l'ordre du rejet. Derrière, en fait, ce sont des biais cognitifs non conscientisés, en fait. Et que les biais cognitifs portent vraiment atteinte à la qualité des prises de décision et des prises de décision en recrutement. Donc c'est pour ça que je me suis dit, avec l'expérience, c'est un sujet qui est vraiment pas suffisamment adressé en recrutement. Et il faudrait que davantage de personnes en aient connaissance pour essayer de contrer l'impact des biais en recrutement. C'était ça. Alors, je pose une grosse question comme Oui. ça, mais pourquoi dans le recrutement, c'est quelque chose qui n'est pas souvent adressé ? Pourquoi c'est peut-être presque tabou des fois, les biais. En fait, c'est pas trop adressé de manière générale. Je pense que la population qui connaît mieux les biais, c'était les personnes qui sont plus dans le marketing ou la vente.
la publicité, etc. Parce que l'exemple type de ceux qui utilisent beaucoup les biais et ces ressorts, entre guillemets, un peu aussi de manipulation, en tout cas pour les manipuler, c'est dans ce genre de métier. Donc eux, ils sont peut-être un peu plus au fait, mais les autres métiers, peu. Et c'est vrai qu'en recrutement, c'est pas à toi que je vais dire ça, mais il y a pas assez de formation. Assez de formation initiale. Et donc, déjà, on parle peu des vraies techniques d'évaluation et du tout un corpus qu'on devrait enseigner. Alors, les biais, c'est vrai que c'est pas, ça apparente plus à de la psychologie et c'est quasiment pas adressé. Et puis après, même ceux qui sont au courant, parce qu'on en parle plus ces dernières années, ça devient un peu un sujet à la mode. Donc, bon, ça me dérange pas parce que j'adore, mais on en parle et pas toujours bien. Il y a quand même l'idée que le recrutement, ça reste de l'instinct, ça reste de l'intuition, ça reste du feeling, ça reste du flair. Et il y a des personnes, tu n'arriveras pas, elles vont pas en démordre. Elles ont fait ce métier parce qu'elles sentent les choses et elles ont du mal à remettre en question ça. Ça, c'est vrai et c'est réel. Et c'est un peu un de mes, j'exagère, mais un de mes combats au quotidien. Mais c'est de faire passer le message que l'intuition, il faut qu'elle rentre en lice le plus tard possible parce qu'on est parasité par nos biais, à notre insu, bien évidemment, parce que les biais sont inconscients et que ça va polluer nos prises de décision. Donc, en fait, ton message, c'est pas surtout de dire qu'on peut complètement passer outre les biais, mais c'est qu'il faut les connaître pour savoir les gérer un peu. Alors, oui, moi, je suis pas l'influenceuse qui vend des méthodes miracles, donc on peut pas éradiquer complètement les biais, c'est impossible. C'est profondément humain, c'est comme ça, c'est avec nous, on est fait comme ça. Et d'ailleurs, ça me permet de dire que c'est pas forcément toujours négatif. Oui. Voilà. Les biais cognitifs, c'est de l'ordre du réflexe, de la réaction. Je prends toujours cet exemple, mais si on est toujours en vie aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des biais. Je suis dans la savane, j'entends un bruit, je me mets à courir, je vais me cacher. C'est quand même, à mon avis, mieux pour pouvoir survivre que de dire « Alors, qu'est-ce que c'est ?» Je reste là, je me freeze, pause, et je vais commencer à analyser et à passer en revue toutes les possibilités. Bon, je suis éventuellement mort le temps que je sois arrivé à la fin de mes possibilités. Donc les biais cognitifs, pour la plupart des décisions de la vie de tous les jours, c'est bien, ça nous fait gagner du temps, c'est en mode réactif, sur des décisions qui n'ont pas d'enjeu ou pas très graves, ça passe. Et tu sais qu'on a beaucoup de décisions, 35 000 décisions par jour. Selon l'université de Cornell. Mais pour les décisions stratégiques, comme recruter une personne, comme un investissement financier, comme qui est-ce que je dois promouvoir au sein de mon organisation, là, il faut appuyer sur pause, sortir du mode réaction, spontané, pour mettre en branle un système plus analytique, plus poussé, mais qui est plus lent. Et l'être humain est ainsi fait qu'il aime bien aller à la facilité, économiser de l'énergie, qui préfère le système 1, voilà, ceux qui ont la référence, c'est Daniel Kahneman, versus le système 2, et qui est plus lent. Et le système 1, le réactif, c'est 95% de nos prises de décision par jour qui passent par ce système-là. 95%. 95%. Mais pour certaines décisions, comme le recrutement, il faut pas faire comme ça, justement. Et il faut se dire, je ne peux pas éradiquer complètement les biais. En revanche, je peux mettre en place des méthodes, des techniques, des garde-fous pour qu'à mon insu, avec ces méthodes et cette boîte à outils, ça me protège malgré moi. Mais je n'arriverai pas à être 100% objectif. Je peux pas. Je suis un être humain, enfin j'ai un autre être humain. C'est fait comme ça et c'est aussi le charme. Mais j'essaie de tendre vers un maximum d'objectivité. Ok. Et quels sont les biais qu'on retrouve souvent dans le recrutement où on doit mettre justement des garde-fous Alors déjà, biais en tout, on n'a pas de consensus, mais il y en a déjà, si on prend le codex des biais cognitifs, si on tape sur Google codex, il y en a 180, 188. Il y en a beaucoup. Hein. J'avoue. Ils peuvent tous plus ou moins nous concerner en recrutement, mais il y en a qui sont vraiment spécifiques. Donc là, moment promo. Dans le livre, j'en ai choisi 20. Bon, choisir, c'est renoncer, ça a été difficile, mais j'en ai choisi 20 parce que, avec l'expérience, je me suis rendu compte que c'était ceux qui revenaient le plus et qui créaient le plus de problèmes en recrutement. Le premier, ça va être l'effet de halo. L'effet de halo, je prends une caractéristique d'un candidat et je vais la généraliser à l'ensemble de cette personne. Le cas classique, mais je le dis quand même à chaque fois parce que je suis interrogée là-dessus, parce qu'en fait, c'est tellement prégnant que si on peut passer le message encore et encore, c'est l'apparence physique et la beauté. Okay. Je vois un candidat, je le trouve plutôt physiquement intelligent ou attrayant. Il va y avoir une impression positive. Je vais prendre cette caractéristique de sa beauté, je vais les généraliser à l'ensemble de cette personne et tout d'un coup, elle va devenir plus compétente, plus intelligente et aussi plus stable
psychologiquement et émotionnellement. Ça, c'est des choses, ça a été prouvé par des études et la science. Donc, je vais plus facilement embaucher cette personne. Et après aussi, les études et plein d'études le prouvent, cette personne va être mieux rémunérée. 17 à 25% de plus si c'est un homme, jugé séduisant, et 12 à 15% si c'est une femme. Ok. Je pensais que c'était des fois l'inverse, qu'il y avait des gens qui étaient jugés sur leur beauté, que du coup, on passait l'idée que c'était intelligent. Enfin, voilà. On passait l'idée. Enfin, qu'on se disait, ils sont moins intelligents parce qu'ils sont très beaux. Écoute, c'est pour ça que les hommes, c'est 17 à 25%, et que les femmes, c'est 12 et 15. Parce que les femmes, il y a quand même le cliché ou le stéréotype, on ne fait pas être belle et intelligente non plus. Donc tu vas dire, non, il doit y avoir un loup, il y a un truc quelque part. Donc les hommes, c'est 17-25 et les femmes, c'est 12 à 15. Parce qu'on lutte quand même encore contre ce cliché et ce stéréotype en disant, non, fromage ou dessert, c'est pas belle et intelligente non plus. Faut pas pousser. Donc, l'effet de halo, celui-là en recrutement, qu'on le veuille ou non, et après, dans la vie de tous les jours, là, on est sur le recrutement, mais en présentation client, pour n'importe quel, on va voir, si on a un physique attrayant, on va être avantagé, on va être privilégié dans la vie. Voilà, sur plein de choses. Le second que je vois beaucoup en recrutement, c'est le syndrome du scarabée ou le biais d'affinité. C'est le qui se ressemble s'assemble. Voilà. Donc, que ce soit les recruteurs ou les managers, par facilité, je dis recruteurs. Je sais pas, je vais y taper à ce point-là sur le recrutement et les recruteurs, j'adore ce métier, mais il y a aussi les managers. En fait, c'est toutes les parties prenantes du recrutement vont avoir tendance à privilégier et à favoriser les personnes qui, tiens, il a fait la même école que moi. Tiens, il était dans la même promotion, il est né dans la même ville, il a le même hobby, il est passé dans la même boîte. Parce que, voilà, il y a un point d'accroche, on se sent... cette personne nous semble plus familière. Et donc, si elle nous semble plus familière et proche, elle doit être bien. Donc là, on voit vraiment le côté un peu égo quand même. Je l'aime bien parce qu'elle est un peu comme moi. Voilà. Et donc, on va privilégier. Et là, je redis, les biais, c'est inconscient. On va privilégier les personnes qui nous ressemblent, que ça soit en termes d'embauche, de recrutement, mais en termes de promotion, etc. Tout le long d'un parcours candidat du collaborateur. Ça, c'est, voilà. Donc, celui-là, il est très, très problématique parce que mon équipe va manquer de diversité. Si je pousse et je force vraiment le trait, je vais recruter une armée de clones. De personnes qui me ressemblent, qui vont bien s'entendre. Comme je dis toujours, à la machine à café, ça va être top. Elles ont les mêmes hobbies, elles ont un peu les mêmes réflexes, elles ont les mêmes références, ça va être génial. Mais si je veux vraiment, en termes de brainstorming, tirer des nouvelles idées, pouvoir être créatif, innover, etc., ça va faire pchit. Ça va pas être une bonne idée du tout. Donc celui-là, il porte atteinte à la créativité, aux capacités d'innovation et donc à la performance collective de l'entreprise. Il y en a 20, donc je vais dire juste un troisième. Un troisième, l'erreur fondamentale d'attribution. L'erreur fondamentale d'attribution. Oui. Okay. Ça te parle? Pas du tout. Alors, sous le nom un peu comme ça, c'est je vois un comportement d'un candidat, prononçons-le sur le recrutement d'un candidat, et je vais penser que ce que je vois est lié à des caractéristiques internes propres à ce candidat, comme sa personnalité, ses émotions, ses opinions, et je vais complètement faire fi de tout le reste, de tout l'externe, de tout ce qui est contextuel et situationnel. J'ai un candidat ultra stressé en face de moi. Je suis recruteur, je veux dire, sur ce poste-là, je regarde, bonne gestion du stress. Je vais dire, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, parce que là, je vois, il est très stressé. Au lieu de dire, là, j'observe qu'il est stressé à ce moment, je dis, il est par nature stressé, sa personnalité qu'il est stressé. Donc, je vais écarter sa candidature, ça va pas le faire. Or, ce candidat, il est stressé parce que déjà, c'est un entretien de recrutement et par nature, c'est stressant pour les candidats. Mais de deux, il a eu une matinée absolument horrible. Son téléphone, son réveil n'a pas sonné, il y avait de la grève, il y avait un problème sur le RER, il a couru, il a fait tomber son téléphone, il s'est pris la pluie, que sais-je. Mais ça a été un calvaire toute la matinée. Donc il arrive, un peu haletant, il est stressé parce que là, il s'est dit, allez, là, essaye de tout donner, te mettre bien, reprendre un peu d'aplomb, etc. pour l'entretien. Mais c'est plus... en fait, lié au contexte et à une situation donnée qu'à sa personnalité propre. Donc, en fait, on n'a pas évalué sa personnalité, on a évalué sa matinée. Et Dieu sait qu'elle était mauvaise. Donc, ça joue des tours en recrutement, parce qu'on va tirer des conclusions de quelque chose qu'on voit en disant de manière définitive, c'est sa personnalité, il est comme ça. Non, essayons de mettre dans un contexte et de comprendre pourquoi, en fait, j'observe ça, ou il est comme ça ce matin, ou me montre ça ce matin. Oui, en gros, on évalue un instant T au lieu d'évaluer... une personne, si elle est fit pour le job, quoi. C'est ça.
Et normalement, je redis, mais on est censé évaluer que les compétences en lien direct avec la capacité à réussir dans un poste. Donc, ça mérite aussi si là, sur le poste, il y avait gestion du stress, de pas éventuellement observer comme ça, mais de poser des questions d'ordre comportemental ou situationnel pour évaluer ça, voire après de croiser les méthodes d'évaluation et d'aller sur des mises en situation ou d'autres choses. Mais une mise en situation qui soit la plus proche possible du travail sera beaucoup plus intéressante que de dire là, il est en face de moi, il a l'air stressé. Ça, je sais, moi, recruteur, je ne sais pas forcément trop quoi en faire. Il peut y avoir plein de raisons. Je suis pas dans sa tête, je le connais pas, j'ai pas son vécu. Oui, et puis en vrai, c'est vrai que je pense qu'en tant que recruteur, on stresse tout autant de l'échange, et c'est pour ça qu'on tombe encore plus dans les biais et dans les facilités, alors que du coup, il faudra... C'est sûr que si on n'est pas vraiment formé et qu'on se rend à un entretien en n'ayant pas les bons outils, ou entre guillemets les bonnes armes, et qu'on se dit je sais pas vraiment comment je vais évaluer ses compétences et son adéquation avec ce qu'on propose, je sais pas quelles vraiment questions je vais poser, comment je vais évaluer ses réponses, on y va aussi avec une certaine dose de stress, et on est encore plus sujet à se fier à son feeling et à son intuition. Bon, et donc on court un peu à la catastrophe. Et là, on a parlé des biais chez les recruteurs. Est-ce que les candidats, quand ils vont passer un entretien, il y a souvent des biais qui ressortent, qui reviennent dans cette position de candidat? Alors, en tant que candidat, moi, ce que je dis plutôt, c'est que les candidats, ils peuvent aussi utiliser les biais. Il y a le biais de la première impression. Enfin, on l'appelle, c'est pour simplifier, mais en tant que tel, il n'y a pas biais de la première impression, mais l'effet de halo ou le biais de confirmation. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours aux candidats de soigner énormément leur apparence, la posture, de se tenir bien droit, d'un air assertif sur la poignée de main, etc. Bon, on ne devrait pas, il y en a qui vont vraiment tirer des conclusions là-dessus, donc il faut travailler ça, parce que là, c'est le candidat qui joue sur cet effet-là, l'effet de l'halo, ou pour simplifier, l'effet de la première impression. Il y en a aussi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière, qui me disaient « Ok, sur votre processus de recrutement pour ce poste, vous voyez combien de candidats ? Et globalement, sur quelle période ? » Parce qu'ils essayaient de se positionner. Ah oui, d'accord. Si je suis premier candidat rencontré et que je suis un bon candidat, je vais fortement marquer l'esprit. Ou alors, je me positionne à la fin, parce que là aussi, c'est ceux qui font le plus d'impact, qui créent le plus d'impact. Et le ventre mou, là, au milieu, c'est pas idéal si on a en face quelqu'un qui n'a pas une approche structurée et qui ne va pas à chaque fois revenir à ses critères, à ses comptes rendus, etc. Ben voilà, petit tip, ne jamais prendre de décision dans la foulée d'un dernier candidat rencontré. Vraiment, dans la foulée, le candidat est bien, là, je sais, c'est bon, de toute manière, ça traîne depuis des heures, je vais prendre la décision. Ben, il y a l'effet de récence, ce qui fait que je vais avantager le dernier candidat. Tout ça parce que toutes les informations sont beaucoup plus fraîches dans ma mémoire, je vais le favoriser. Donc, il faut temporiser le lendemain, et je reviens à mes critères, les comptes rendus, et de manière plus objective, quelle personne en fait correspondait mieux. Sinon, dans la foulée, je vais privilégier là-dessus. Et c'est pour ça aussi qu'aux candidats, on leur dit, outre la politesse, d'envoyer un email pour remercier. Ah oui, comme ça. Parce que si je suis candidat et qu'il y avait, disons, 5 personnes qui sont passées, je me manifeste à nouveau, je remercie, donc je monte des points sur la motivation, etc. Et en plus, je repasse au-dessus de la pile parce que je redeviens le candidat le plus récent qui reste dans la mémoire des gens. Donc je me remémore à eux et je joue en fait sur cet effet de récence. Super conseil. Mais tout le monde peut l'utiliser. Moi, j'avais pensé aussi, parce qu'on en avait discuté pendant la préparation, sur les consultants. Donc, je suis aussi un consultant et je vais chez un client. Et là, je peux être sujet au biais de la confiance excessive. Donc, si j'interviens dans beaucoup d'entreprises, je suis habituée à multiplier un petit peu les missions. Ben, je peux être tentée de croire que je reconnais un problème. Voilà, parce que je projette des choses de mes expériences, et donc je vais plaquer un diagnostic tout fait. Je vais pas prendre le temps vraiment d'analyser la vraie situation, parce que j'arrive un peu avec cette posture de consultant qui a déjà vu beaucoup de choses, et au bout d'un ou deux indices, je pense que ça y est, c'est bon, j'ai chopé le truc et que j'ai identifié. Donc ça, c'est aussi un des biais qu'on peut avoir après en tant que consultant. Mais voilà, qu'on soit consultant, candidat, recruteur, être humain, manager, énormément aussi de biais, on est toujours assailli par les biais en permanence. Et du coup, tu as parlé de garde-fous, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quelle réflexion on peut avoir pour savoir comment les utiliser, ou savoir comment s'en prémunir, comment faire attention. Tu en as donné quelques-uns déjà, mais quelles autres idées tu as là-dessus? Déjà, se former et être sensibilisé sur le sujet.
mais c'est pas suffisant. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes ou d'entreprises, et c'est très bien, moi qui fais de la formation, je vais pas leur dire ne formez pas les gens. Non, former les gens, c'est très très bien, continuez ainsi. Donc former, c'est bien, mais il faut passer de la sensibilisation à l'action. Si je forme juste les gens et qu'ils sont au courant que les biais existent, ils vont dire ok, les biais existent, cool ou pas cool, ou oh c'est intéressant. Mais après, dans leur pratique au quotidien, ça va pas forcément changer grand-chose. C'est pas parce que je sais que les biais existent ou qui peuvent causer problème que je ne vais plus être impactée dans mon quotidien par les problèmes et les travers, les effets délétères des biais. Donc ce qu'il faut, c'est mettre en place cette boîte à outils, cette structuration des processus qui, à mon insu, malgré moi, peu importe globalement ce que je fais, peu importe la personne, si c'est un recruteur jeune ou plus expérimenté, ou un manager, ou un alternant, etc., il y a un process. Donc, ça sera beaucoup plus homogène et les personnes elles vont dérouler ça. Donc, charge à la DRH de mettre à disposition un processus de recrutement. Donc, la base, c'est se poser, mettre à place son processus de recrutement, qui fait quoi, comment, quand, les différentes étapes, se mettre d'accord sur un modus operandi aussi de comment fonctionne le recruteur avec les managers, le binôme. Forcément, si je dis processus de recrutement à plat, structuré, je découle, moi, assez logiquement sur l'entretien structuré. Donc, je ne peux que conseiller de mettre en place l'entretien structuré, parce que c'est juste la méthode qui est prouvée scientifiquement comme la plus valide. Donc, d'aller là-dessus. Après, éventuellement, parce que je ne veux pas être une ayatollah là-dessus, on peut faire aussi du step by step. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent se dire oui, mais du jour au lendemain, c'est peut-être un peu trop lourd. On peut dire je déploie cette méthode sur éventuellement certains postes. Certains postes où j'ai perçu que j'avais plus de difficultés à recruter ou de fameuses erreurs de recrutement, ou certains postes qui sont très volumiques chez moi. Donc, les postes où j'ai le plus de recrutement, je fais l'effort déjà de mettre à plat sur les critères définis en amont, sur les questions, sur la grille d'évaluation, etc. Et normalement, si je fais ce pilote sur quelques postes, il devrait y avoir des résultats plutôt positifs, ce qui fait que tout le monde va être plutôt d'accord pour dire, OK, il y a une mise de départ en termes de temps et d'investissement, mais en fait, on a vu les résultats sur des pratiques plus homogènes, sur des recrutements qui sont plus pertinents. Et donc, il y a là, on continue. Mais voilà, le message, c'est oui, entretien structuré, mais je suis pas non plus, là-dessus, c'est pas forcément toujours évident à faire quand on a beaucoup de métiers, mais faisons step by step, ou disons peut-être, je fais une partie semi-structurée, je fais une partie sur certaines compétences ou certains critères où je suis plus en difficulté sur mes méthodes d'évaluation, je m'en rends bien compte si je fais des retours d'expérience. Là, je vais sur ces critères en amont, sur les questions, je réfléchis vraiment aux questions en bonne intelligence avec les managers, toujours évidemment, et quelles sont les bonnes et quelles sont les mauvaises réponses attendues. Donc, je mets à plat mon processus, j'ai recours à l'entretien structuré, j'essaie de diversifier les méthodes d'évaluation. Si par moment j'ai un doute, le cas du candidat super stressé, je peux dire là, je ne sais pas si c'est lui qui est toujours stressé, si c'est le contexte, si c'est la situation, et ben je peux faire une seconde méthode d'évaluation une prochaine fois. Et là encore, je vais conseiller sur les méthodes les plus valides ou fiables, comme les mises en situation, les échantillons de travail, tout ce qui est MRS, méthode de recrutement par simulation, qui était proposée par France Travail. Quelque chose aussi d'intéressant, ça va être le recours au collectif. Pas n'importe comment. Si je le fais mal, je peux amplifier les biais. Le faire mal, c'est le chef qui arrive et qui dit « ça y est, c'est bon, je vais avoir tel candidat, c'est lui, on a trouvé notre bonhomme, c'est lui qu'il faut embaucher. » Si je commence comme ça et qu'il y avait une équipe pour délibérer et arbitrer, globalement, tout le monde va aller dans son sens. Voilà. C'est le chef en plus, il y a une escalade, conformisme de groupe, tout le monde va dire « oui, effectivement, je l'avais bien perçu, moi aussi ». Ça va être dur pour les personnes d'exprimer leur divergence. Donc, recours au collectif, mais là, en fait, il y a différentes personnes qui interviennent, mais à chaque fois de manière autonome et indépendante, et elles vont faire part de leur avis de manière autonome et indépendante, et c'est à la fin qu'elles vont mettre en commun. Et là, le manager, normalement, le mieux, technique simple, efficace, qui ne coûte rien, le manager s'exprime en dernier. C'est un peu une théorie de Palo Alto. Les personnes les mieux payées, ou qui ont le plus de responsabilités, ou qui en imposent le plus sous le manager, s'expriment à la fin pour ne pas influencer. Voilà. Donc, on fait vraiment des tours de table. Et on essaie de ne pas les influencer. Une autre technique aussi qui est très bien, pour essayer de faire sortir les divergences, c'est la technique de l'avocat du diable. C'est-à-dire qu'on va prendre tout l'inverse, On est, disons, 4 autour de la table aujourd'hui, et je dis à une personne, je dis, toi aujourd'hui, je t'assigne le rôle de l'avocat du diable.
Nous, on va défendre la position qu'il faut qu'on recrute cette personne. Et toi, mais c'est ton job. Tu vas nous dire, faire l'inverse. Pourquoi il faut absolument pas qu'on embauche cette personne et nous dire tous les arguments possibles pour que là, justement, il soit sorti, il soit dit. Donc, on en parle. Et à la fin, soit ça nous aura conforté dans le fait qu'on arrive à trouver à chaque fois des contre-arguments et que non, soit ça peut faire émerger des choses en disant « Ah, finalement ». Donc ça, c'est aussi une technique qui est assez simple à faire et assez efficace. J'ai l'impression. Alors, l'avocat du diable, j'ai l'impression que c'est compliqué parce que du coup, il faut que la personne qui est l'avocat du diable soit assez assertive pour lutter contre les autres qui vont dire. Et c'est pour ça, monsieur, parce que je voulais pas faire un cours, parce que moi, je peux parler de ce sujet-là pendant 2 heures de journée. Je fais des formations de 2 journées là-dessus. L'avocat du diable, c'est la plus simple. Et une des préférées qui ressemble un peu à ça, c'est le pré-mortem de Gary Klein. D'accord. Donc lui, parce que l'avocat du diable, le défaut, c'est que ça repose sur la qualité de la personne qui joue le rôle de l'avocat du diable. Donc là, en fait, on va dire aux personnes autour de la table, tant qu'à faire plutôt de manière anonyme sur un papier, de marquer toutes les raisons qui font qu'elles pensent qu'on devrait embaucher ou on ne devrait pas embaucher, d'aller dans l'autre sens. On ne devrait pas embaucher cette personne. À savoir, ça s'appelle pré-mortem. Je considère que ce projet a échoué. Le projet de recrutement a échoué, à savoir que la personne n'a pas donné satisfaction, est partie, mais que ça a abouti à un échec. Voilà. Et là, je demande aux personnes d'écrire, de mettre par écrit toutes les raisons pour lesquelles elles pensent qu'effectivement, c'est ça qui explique que ça a été un fiasco et qu'il y a eu un échec. Et ça, vu que c'est par écrit, que c'est toutes les personnes qui s'expriment, ça permet de faire davantage émerger d'opinions différentes versus l'avocat du diable qui repose un peu sur le talent. Donc ça, c'est aussi au manager il y a certaines personnes, on leur confiera pas forcément ce rôle, et il y en a d'autres même. On va dire oui, mais ça risque d'être long. Voilà, c'est un arbitrage à faire. Mais ça, c'est la technique de Gary Klein aussi, qui est peut-être plus efficace. C'est super intéressant. Je vais arrêter mes questions. Mais non, mais moi, Non, c'est super intéressant. Vas-y. On fera un deuxième épisode. Non, je me disais aussi, du coup, l'avocat du diable, est-ce qu'on peut jouer avec l'IA aussi pour faire ça, par exemple? Parce que du coup, est-ce qu'on peut, par exemple, se dire, oui, je veux normaliser, enfin, je veux trouver une contradiction au poste que j'ai et jouer avec l'IA pour avoir le camp adverse? Sur des décisions de recrutement, je l'ai rarement fait, mais dans mon usage personnel, j'utilise aussi beaucoup l'IA parce que moi, je suis souvent, quand je suis pas en formation ou en intervention, etc., je suis seule chez moi, en télétravail. Et j'utilise l'IA justement pour me dire, voilà, moi, éventuellement, je pense ça, mais donne-moi tous les points de vue possibles, des plus loufoques, mais je veux bénéficier de tous les points de vue possibles et un maximum de richesse par rapport à ça. Donc, on peut lui dire, de manière délibérée, voilà ma thèse, et c'est vraiment de la démonter. Et de dire tous les arguments qui vont dans l'autre sens, etc. On peut aussi utiliser l'IA avec des bons prompts là-dessus. Mais je pense que j'ai rien contre l'IA, parce que je m'y intéresse beaucoup, mais je pense que là, ça peut être... Il n'aura pas tout le contexte. Je pense que ça peut être plus intéressant de demander à des personnes qui sont des parties prenantes de l'entreprise, qui sont des membres de l'équipe, sont des managers, qui sont au service RH, etc., de faire plutôt cet exercice. Mais sinon, si on n'a pas d'autres possibilités... On peut utiliser l'IA pour dire voilà. Ok. Parce que oui, en fait, du coup, je passe un peu sur l'IA, mais c'est vrai que quand on met l'IA et les biais ensemble, il y a 2 écoles, j'ai l'impression. Il y en a qui ont l'impression que ça va beaucoup aider à contrer certains biais qu'on a, et d'autres qui vont nous dire que ça va les amplifier. Et du coup, c'est un des sujets que je crois que tu abordes. Et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Comment tu vois les choses? Quel est le spectre là-dessus? Alors, la promesse, elle est géniale. La promesse de l'IA sur plein de choses, de la vie de tous les jours, les usages, les RH, le recrutement. La promesse est très très belle puisque l'IA, n'étant pas un être humain, va pas être parasité par les biais cognitifs qui sont proprement, dans l'absolu, qui sont normalement vraiment propres aux êtres humains. Donc on se dit avec une machine, un robot qui n'a pas d'état d'âme, qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas de sentiments, qui n'a pas de fatigue aussi, parce qu'il y a des choses aussi, des erreurs qui arrivent liées à la fatigue, on va pouvoir éventuellement enlever tout ça. Donc la promesse est très très belle. Moi, je cite toujours une phrase de Stigler qui dit que l'IA, c'est un pharmacon à la fois poison et remède. Ça dépend comment on l'utilise, quel usage, à quelle dose.
Voilà. Et donc, la promesse est super belle, c'est d'enlever toute cette partie, entre guillemets, d'humanité qui fait qu'on peut se faire avoir, parce que là, il n'y a pas ces affects-là. Pour autant, aujourd'hui, à date, il y a quand même 2 remarques à faire. C'est que l'IA va fonctionner à partir de données, ce qu'on appelle les données d'entraînement. Et si ces données, elles sont elles-mêmes biaisées et qu'elles ne sont pas corrigées, qu'elles ne sont pas travaillées, l'IA va reproduire, voire amplifier ces biais. Le cas que tout le monde connaît, c'était celui d'Amazon, voilà, qui date un peu maintenant, mais ça, on comprend bien le système. Ils sont partis de leurs données, alors ils n'ont pas trafiqué les données, ils sont partis de leurs propres données de recrutement. Propres données de recrutement, Amazon, mais recrute plutôt des hommes. On n'a rien dit du tout à l'IA, on ne lui a pas donné de directive en ce sens, on ne lui a pas dit discrimine, on ne lui a rien dit. Mais l'IA a pris les datas, a pris les données et a vu qu'on embauchait plutôt des hommes. L'IA, on a conclu, je redis, sans qu'on lui dise rien, qu'il valait mieux embaucher des hommes versus des femmes. L'IA s'est mis à discriminer les femmes. Pas à un pourcentage extrêmement élevé, mais s'est mis à discriminer. Donc, ils ont débranché, ils ont arrêté. Donc ça, c'est si j'ai des données qui ne sont pas représentatives et qui sont biaisées, la machine, c'est une machine. Elle part à partir de ça et elle va ça les reproduire, soit vraiment les amplifier. Le second sujet, c'est que l'IA, la technologie, s'est développée par des êtres humains. Je suis un développeur, je développe de l'IA, je code, je fais des algorithmes, etc. Si je suis moi-même biaisé et que je ne prends pas en compte le fait que les biais existent dans ma manière de coder, de développer tout ça, ça va être biaisé parce que c'est pas neutre. Il ne faut pas croire que c'est parce que c'est une technologie que c'est l'IA que c'est forcément pas neutre. Ce n'est pas neutre. Il y a des êtres humains derrière. Donc les 2 sujets, c'est les données et les personnes elles-mêmes qui développent qui peuvent être biaisées. Donc il faut prendre en compte ça à l'avenir. Et en toute manière, on va être obligé, avec l'IA Act et tout ce qui sort, d'essayer de réfléchir davantage à l'objectivité, au fait que ça soit pas biaisé. Super intéressant parce qu'en marketing, on s'en rend beaucoup compte, surtout en ce moment avec le contenu qui est beaucoup plus visuel. Nous, quand par exemple, on va prendre montre-moi quelqu'un qui travaille, souvent on va avoir un homme blanc. Oui. Il y a des choses comme ça où on se rend compte tout de suite qu'il y a un problème de représentation. Et je trouve ça fascinant. Mais je ne vois pas encore comment on va travailler ça, faire attention. Il y a les garde-fous comme l'IA Act qui vont arriver. Mais je trouve ça encore très abstrait. C'est encore très abstrait. C'est pour ça que la méthode sur comment limiter les biais, il y aura toujours sur le plan humain ce que je dis de structuration, de réflexion, de formalisme, de processus. Au bout d'un moment, les processus, nous sommes à notre insu. Ça aussi, ça a été prouvé que le comment, on prend une décision est 6 fois plus important que le quoi et les éléments constitutifs. Donc vraiment avoir un processus et s'y tenir. Et puis après, vraiment sur la partie plus technique, donc il y a concevoir des algorithmes avec cette vigilance, donc avoir en tête que ça peut être biaisé, donc dès le début, en fait, avoir en tête qu'on veut lutter contre les biais, travailler la qualité des données, donc diversifier les jeux d'entraînement, identifier les biais historiques, les corriger avant d'alimenter un modèle. Il y a auditer les outils. Et ça va être obligé justement avec le pacte réglementaire qu'il va y avoir, d'auditer les outils, de vérifier régulièrement les algorithmes utilisés par les ATS, les solutions d'IA, tester les performances sur différents groupes, voilà, en genre, en âge, origine, handicap. Il y a tout ce qui est garde-fou réglementaire. Et puis, alors ça fait un peu vœu pieux, mais dans l'absolu, ce qu'il faut, c'est une collaboration interdisciplinaire pour que ça fonctionne vraiment. Entre des personnes qui sont certes expertes en IA, d'autres plus techniques, d'autres plus des sociologues, d'autres plus des RH et des éthiciens. D'ailleurs, depuis l'avènement, l'essor fort de l'IA, les éthiciens sont extrêmement recherchés et sollicités et courtisés. Okay. Et d'ailleurs, historiquement, en France, on est très très bon là-dessus. Donc, ils sont très très sollicités aussi par les pays étrangers, par les États-Unis qui nous piquent un petit peu toutes nos compétences sur cerveaux. le sujet. Voilà. Et alors, je vois. Donc là, j'ai l'impression qu'on est un peu alarmiste. Il faut faire attention, etc. Mais j'ai l'impression que c'est aussi un très bon moyen d'avancer et de lutter contre les biais. Et j'aimerais bien savoir comment ça va être fait, Oui, alors, et second placement de produit. Second placement de produit. L'intelligence artificielle au service des RH. Effectivement, là, on a été parce que
comme tu dis, il y a 2 équipes, mais on entend souvent des personnes aussi qui parlent de toutes les vertus qu'il y a. À terme, je pense que la promesse est très très belle et moi je reste positive et je m'y intéresse beaucoup et je suis en veille. Mais voilà, faut quand même penser aux écueils et aux biais. Mais les points positifs, c'est qu'entre autres, avec l'IA, je peux avoir quelque chose de beaucoup plus structuré, cadré et processé. Alors, j'ai pas arrêté de le dire, si je veux diminuer l'impact des biais, d'avoir une vraie méthode que je déroule, etc., ça aide énormément. Donc, by design, l'IA là-dessus va nous aider grandement, où j'ai un process, où j'ai mes grilles, où ça calcule automatiquement. Ça, c'est génial. Une autre aussi possibilité possible grâce à l'IA ou différents outils ou ATS qui intègrent l'IA, c'est que je peux aussi anonymiser mes CV. Donc, le blind screening, je peux dire, OK, je dois évaluer que des compétences en lien direct, avec la capacité à réussir dans un poste. Donc, tu m'enlèves la photo, tu m'enlèves le nom de famille, tu m'enlèves le lieu d'habitation, etc. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je veux pas, en tout cas dans un premier temps, que ça me pollue. Okay. Donc, ça va faire ce travail-là et assez facilement. Donc ça, forcément, ça va faire descendre les biais. Ce qu'on veuille ou non, quand on voit une photo, quand on voit un lieu d'habitation, quand on voit des informations sur 2 enfants ou 3 enfants, etc., ça provoque des choses chez nous. Et on ne peut pas faire comme si on n'avait pas l'information. On ne peut pas se dire, je l'ai lu, mais je n'en prends pas compte. On peut intellectuellement, mais si on le sait, globalement, on le sait, et ça a déjà provoqué quelque chose. Donc cette technique-là de pouvoir anonymiser et voir juste, entre guillemets, les expériences et les compétences, et de ne pas avoir ces infos-là, c'est assez structurant et assez important, en fait, pour faire descendre les biais. Aussi, un usage très intéressant qu'on a de plus en plus avec les ATS, soit inclus dans les ATS, soit avec l'IA pure. Je peux dire à mon IA, voilà l'annonce de recrutement ou l'offre d'emploi que je veux écrire. Je sais que une offre d'emploi, par le choix des mots, ça peut éventuellement provoquer de l'autocensure en face chez les candidats. Ça peut exclure certaines populations, ça peut inciter plus certaines populations que d'autres à répondre. Est-ce que tu peux relire cette offre et faire en sorte qu'elle soit la plus inclusive possible? Parce que moi, en tant qu'organisation, je veux vraiment que ça s'adresse au plus grand nombre. Et ça, l'IA, globalement, le fait bien. Okay. Voilà, et va proposer, va reformuler, va proposer des choses pour que l'équipe jeune dynamique on arrête, pour que, voilà, il y a certains termes, on sait très bien qu'il y a certains termes qui vont plus encourager les candidatures masculines, d'assertifs ou de certains mots un peu plus guerriers dans les annonces. Ça, faut arrêter, ça encourage plutôt les candidatures masculines et puis dans l'autre sens également. Donc, les offres d'emploi peuvent être fortement améliorées et faire en sorte d'être plus inclusives et donc de faire diminuer les biais et la discrimination. Donc ça, c'est un des avantages aussi clairement de l'IA et ça le fait assez bien. Moi, je l'utilise comme ça et c'est assez performant. Et ceux qui, voilà, pour info, il y a le site d'A Compétences Égales, le site de A Compétences Égales qui est aussi très très bien là-dessus et qui donne des informations sur les mots qui sont plus, qui orientent plus sur des candidatures masculines et plus sur des candidatures féminines. Et puis, 2 derniers points sur l'IA. Avec l'IA, si c'est bien fichu, normalement, j'ai un reporting qui est pertinent. En un instant, je peux avoir une vue vraiment sur ce que j'ai fait, j'ai des infos, etc. Et donc, je peux vraiment aller challenger mon historique et je peux éventuellement identifier des tendances en disant je recrute plus telle population, je recrute moins cette population et je peux après faire des constats. Et éventuellement prendre des actions correctives parce que j'ai un peu en temps réel et de manière très objective de la data. Et l'IA est très, très bon pour gérer de la data et pour en faire émerger des enseignements et des conclusions. Et une dernière chose, et ça c'est le premier qu'on a dit, l'IA c'est une machine. Donc la fatigue décisionnelle, quand je suis recruteur et que j'ai déjà lu 50, 100 CV, à la fin de la journée, je vais faire un peu de manière plus machinale ou automatique. C'est ça qui va prendre le pas en fait, c'est la fatigue. L'IA non. L'IA... 2 heures, 3 heures, 4 heures après, ça sera comme si c'était le premier CD qu'a traité. Donc ça aussi, c'est l'avantage. Mais en revanche, si moi, en tant que recruteur, je fais une erreur et je discrimine ou je biaise, c'est un sujet, évidemment. C'est pour moi qui vais dire le contraire. Le problème avec l'IA, c'est que l'IA va faire ça de manière industrielle.
Ah oui, d'accord. Ah oui. Un recruteur, il va Mm. faire ça sur quelques CV. L'IA, voilà, c'est version sous stéroïde, quoi. C'est de manière industrielle qui va discriminer, qui va être biaisée. D'où le fait de vraiment prendre le temps de paramétrer, de s'assurer qu'il n'y a pas de biais, de s'assurer de la qualité donnée. Parce que sinon, il va reproduire énormément de choses avec un dégât beaucoup plus conséquent. Entre un recruteur isolé dans une entreprise qui n'a pas la méthode et qui est très biaisé, qui peut faire des dégâts, clairement, ou au sein d'une organisation, on a tel outil et là, tout le monde l'utilise. C'est pas les mêmes dégâts du tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut en avoir conscience et qu'on en parle autant aujourd'hui. Mais c'est ça aussi qui est intéressant. Oui. Mais c'est vrai, en fait, moi, ça me fait peur pour les décisions. De me dire que l'IA, par exemple, peut rejeter un CV et qu'on ne le verra peut-être pas. Parce que du coup, la TS est passée avant nous et on n'a pas vu le CV. Tu sais que le texte de loi... Oui, c'est ça, je sais qu'il... Voilà. Les textes de loi, alors pour ceux qui ne savent pas déjà, le recrutement est classé dans les activités à haut risque. Ouais. Voilà, parce que effectivement, c'est pour ça que j'aime autant le métier, le recrutement, c'est pas neutre. La décision, c'est oui ou non, je donne la chance à quelqu'un de décrocher un poste. C'est un rôle éminemment social, donc c'est une décision, voilà, c'est pour ça que c'est classé à haut risque. Et normalement, on n'a pas le droit de déléguer totalement à une machine le fait ou non de retenir une candidature. Et que dans l'IACT et dans tout le corpus qu'il y a derrière, il y a toujours le sujet aussi d'explicabilité. Ouais. Normalement, voilà, je suis une organisation, je choisis un ATS ou un outil avec de l'IA, je dois les challenger en leur disant, est-ce que votre solution, vous êtes à chaque moment, à chaque fois, en mesure de m'expliquer pourquoi il a fait ce choix-là, parce que moi, je me dois, la responsabilité elle est partagée, on ne peut pas se dire, moi je suis le client et je ne suis pas l'éditeur. La responsabilité est partagée. Je me dois de pouvoir expliquer clairement au candidat pourquoi. Tout comme je dois aussi donner la possibilité à un candidat, le opt-out. Je dois lui donner la possibilité qui demande des explications, qui disent « moi, je ne veux pas être géré par de l'IA ». Ah, ça je ne savais pas par contre. Qu'on pouvait dire qu'on ne voulait pas être géré par l'IA. Ouais. Ah, ça je ne savais pas. Ah, c'est intéressant. Parce que du coup, là on a parlé pour les annonces, pour le tri des CV. On a vu qu'il y a eu des expériences de l'IA aussi pour les entretiens. Et ça, je pense que ça va être quelque chose qui va être un peu relayé parce que ça ne fonctionnait pas trop. Et je voulais avoir aussi ton avis là-dessus. Est-ce que tu as vu des expériences qui ont été faites au niveau des entretiens, de l'IA, comment ça pouvait se passer? Je sais qu'il y a la prise de notes qui fonctionne pas mal. J'allais dire, je ne suis pas ultra calée là-dessus, mais le point où c'est vraiment positif, c'est la prise de notes. Parce que c'est vraiment difficile. Il y a plein de personnes qui n'en ont pas forcément conscience, mais c'est très difficile en fait d'interagir avec un candidat, un être humain, de se concentrer sur ce qu'il dit, de penser à la prochaine question et en même temps aussi entre guillemets le séduire, lui donner envie de rejoindre l'organisation et de prendre des notes qui ne soient pas déjà avec des interprétations. C'est ça. Voilà, moi j'adore l'écrit, j'adore écrire, etc. Métier de journaliste ou là-dessus de recruteur, on s'y rejoint. Il faut plutôt aller sur des verbatims parce que c'est très difficile de noter quelque chose où déjà je n'ai pas interprété ce que la personne m'a dit, il n'y a pas déjà une certaine traduction, une connotation, une orientation. Et donc le fait de pouvoir avec X système avoir les notes vraiment de ce qui a été dit, ça permet après de revenir, j'ai vu 3 ou 5 candidats, de revenir vraiment à ce qui a été dit, au verbatim, et pas le souvenir qu'on en a. Parce que dans les biais, il y a 3 grandes catégories de biais. Ceux qui affectent notre raisonnement, ceux qui sont liés au fait d'appartenir même à un groupe, parce que tout ce qui est dynamique de groupe en termes de psychologie sociale, c'est connu que ça a un impact sur nous. Et le dernier, c'est la mémoire. Et on n'est pas aussi rationnel que ce qu'on croit. On pense tous avoir globalement une bonne mémoire, mais on peut avoir vu un candidat, pour X raison, on a noté quelque chose, on a pris des notes, et on pense ça parce que sur ce moment-là, on l'a mis dans telle catégorie, on a mis comme ça. Et après, quand on relit les notes, on relit tout le déroulé de l'entretien, ou entre 15-20 minutes, on se dit « Ah, ça m'avait éventuellement choqué, et là, éventuellement, en relisant, c'est plus cohérent, je peux éventuellement revenir sur ce que j'ai dit. » Avoir la possibilité de vraiment revenir sur les minutes et sur les verbatims, ça, c'est déjà génial. Après, moi, mais là, c'est interdit, mais il y en a qui le faisaient encore, mais où je pousse des cris d'orfraie, c'est tous ceux qui utilisent l'IA pour soi-disant détecter le non-verbal. Okay. Mais il y en avait encore il n'y a pas longtemps. Il y a, en début d'année, dans Envoyé spécial, il y avait un reportage sur une boîte qui vendait ça.
en fait, aux organisations et aux recruteurs, en disant ça va prendre un compte-rendu, mais ça va aussi analyser tout le non-verbal de la personne. Si elle fronce des sourcils, si elle a l'air, les mouvements de recul, etc. Et donc, ça va tirer des choses sur des enseignements sur sa personnalité. Donc là, maintenant, c'est vraiment interdit et évidemment, c'est une catastrophe. Oui. Oui, mais voilà. On essaie toujours de vendre un peu une solution miraculeuse en fait aux recruteurs. Et en fait, ça me paraît logique et en même temps effrayant parce que tu l'as dit au tout début, c'est qu'on veut aller vers la simplicité et donc et pas faire d'erreurs et aller vite. Et donc l'IA, c'est un peu cet Eldorado qui va tout nous faire en même temps, de nous dire en fait tu vas pouvoir aller plus vite, ça va être plus simple pour toi en tant que recruteur et c'est un garde-fou aussi pour ne pas te tromper. Et donc j'ai l'impression qu'on va dans cette brèche parce qu'on se dit oui ok j'ai un acolyte, un assistant qui va pouvoir m'aider et me permettre de trouver ce qui me manque. Et c'est ça aussi qui fait que on peut aller plus facilement justement dans les biais et dans les peurs parce qu'on lui donne notre confiance un peu trop rapidement. Et... Moi, je sais bien que tu me donnes l'occasion, ça fait longtemps, de citer Rabelais. Je cite pas assez souvent Rabelais. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà. Je ne pensais pas citer Rabelais en me levant ce matin. Faut dire, de tout temps, en fait, sur l'activité, en tout cas de recrutement, mais je pense que toutes, mais je connais mieux l'activité recrutement, on a cherché à minimiser les risques de recrutement, à minimiser les erreurs en cherchant la martingale. Donc à un moment, on s'est dit, ça va être l'astrologie, ça va être la graphologie, ça va être le comportement, ça va être tout ce qui est non-verbal, à la lie to me. J'aimais bien ça. Oui, alors c'est vite top, mais voilà. Oui, c'était bien à regarder. Voilà, ça peut être plein de choses. Et donc je dis, où l'IA, attention, on n'aura jamais vraiment une méthode où on est à 100% sûr, 100% objectif, parce que la matière, c'est de l'humain. Et après, le science en conscience, c'est que de toute manière, même si l'IA, il y a des promesses merveilleuses, mais si on ne fait pas, peu importe la méthode, s'il n'y a pas les fondamentaux, une certaine éthique, honnêteté intellectuelle et des vrais processus, c'est d'avoir vraiment challengé les critères. Pourquoi j'ai écrit ça? Pourquoi je mets 5 ans d'expérience? Qu'est-ce qui se passe s'il en a 4 ou s'il en a 3? Voilà, de vraiment challenger les critères, d'avoir défini vraiment son processus, de c'est quoi une bonne, c'est quoi une mauvaise réponse, de quoi j'ai besoin en termes d'organisation pour que cette personne réussisse chez moi. Si j'ai pas fait ce travail-là, je peux mettre tous les outils, le fameux « les outils vous sauveront pas », ça c'est sûr. Mais si en plus, il n'y a pas eu la réflexion en amont, il n'y a pas d'esprit critique, parce qu'on s'en remet à la machine, on s'en lave les mains, effectivement, je veux pas être alarmiste, mais là on va à la catastrophe. Mais que ça soit l'IA ou que ça soit n'importe quelle méthode ou technique, il faut pas pour autant débrancher son cerveau. Voilà. C'est un outil d'aide à la décision ou un outil pour me faciliter la vie ou pour gagner du temps, mais c'est moi qui la pilote. L'IA, j'avais lu quelque part une petite métaphore et que j'aime bien. L'IA, ça peut être bien, mais il y a 2 choses. C'est comme une voiture de course, la qualité du carburant. Donc c'est la qualité des données d'entraînement. Et il faut qu'il y ait un pilote. Voilà, ça dépend aussi de la qualité du pilote. Et donc, s'il n'y a pas de pilote, s'il n'y a pas l'humain derrière qui drive tout ça, qui a réfléchi en amont, on va dans le décor et on sort des rails. Ça, c'est une certitude. Donc oui, c'est une belle proposition, c'est une belle machine, voiture de course, la qualité du carburant et toujours un pilote. Et normalement, je redis, avec l'IA Act, on ne peut pas reporter la responsabilité à une machine. C'est éminemment le rôle de l'organisation et d'un recruteur d'arbitrer sur ces décisions qui sont aussi importantes que le fait d'embaucher ou non quelqu'un. Merci pour toutes ces réflexions. Du coup, on peut retrouver où ton livre? Parce que du coup, tu en as parlé un peu, les 2. Oui. Alors, le premier, nous pouvons... ça fait téléachat. Le premier, nous pouvons, aux éditions du Nou, on peut le retrouver dans toutes vos bonnes librairies, et puis sur la Fnac, Amazon, Cultura, Furet, etc. Et sur le deuxième, qui est en auto-édition sur Amazon. Et ceux qui ne veulent pas acheter sur Amazon, vous me contactez via LinkedIn, et je me charge de vous l'envoyer. Je ne peux pas faire mieux. Avec une petite dédicace en plus. En plus, oui. Voilà. Tu vas recevoir plein de messages. En tout cas, merci pour cet échange. Je trouve ça extrêmement intéressant. On a parlé de plein de sujets. Si on a des questions, je te les enverrai pour
Avec plaisir. Et puis les personnes qui veulent aussi voilà, me contacter directement via LinkedIn, qu'elles n'hésitent pas. Je suis toujours preneuse voilà, d'interaction sur ces sujets. Et d'ailleurs, oui, suivez-la sur LinkedIn parce que c'est toujours hyper intéressant les posts que tu mets, la newsletter aussi. Et voilà. Merci pour cette émission. Vous pouvez retrouver tous les épisodes donc, en podcast ou bientôt sur YouTube. On va mettre sur YouTube aussi. Vu qu'on fait un studio, on se dit on peut mettre sur YouTube. Et on se retrouve dans un mois pour un prochain épisode. Merci encore d'être... Un grand merci pour l'invitation. Très chouette moment. Merci. Tant mieux. Si t'avais dit, oh là mon Dieu. Il vaut mieux. Voilà, c'est bon.